C'est pour cette raison-là que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est pour cette raison-là qu'on se parle aujourd'hui, parce que j'ai pris cette décision-là ce jour-là. Aujourd'hui, on accueille Patrick The Predator Côté, un ex-combattant de l'UFC, analyste à RDS. C'est un auteur, c'est un businessman, un vétéran de l'armée canadienne et surtout papa de 2. Ouais. Salut Pat. Hey, salut, merci de me recevoir. What's up? Ça va super bien. Ouais. Awesome. On a aussi ici notre co-animateur et officiellement l'anti-fou du roi parce qu'il est là pour calmer un petit peu le jeu. Tu as vu, mon énergie est un petit peu énervée, énervante. Alors, salut mon beau Frank. Bonjour Angelo, bonjour Patrick. Salut Frank. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Tu connais-tu le concept de l'épisode? Oui, un petit peu, mais j'ai toujours l'impression que plus qu'on s'attend à quelque chose, moins que c'est ça qui va arriver. ça se pourrait. On avait préparé plein de belles questions pour toi, puis on va tout changer ça en cours de route. En gros, on est au bureau chef des chaussures Rubino. Il y a une machine à café. Les fournisseurs venaient voir Angelo. Ils voulaient un café, donc ils demandaient du lait, des fois du sucre. Et il n'y avait jamais de lait ni de sucre, donc ça finissait en espresso avec Angelo. Donc, c'est le nom du podcast. Pour ma part, je ne connais rien en MMA, fait que je suis super content de t'avoir parce que je vais peut-être poser des questions un peu plus novices qui vont rejoindre certains membres de notre auditoire. Toi, est-ce que tu bois du café? Ça, c'est la première question. J'en buvais beaucoup avant. OK. Maintenant, j'ai slacké un peu. Puis je te dis, c'est quoi la vraie raison? C'est parce que moi, la laine du café avec le masque, je suis pas capable. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en boire tant que ça. Mais oui, j'aime bien le café, puis un peu... honnêtement, celui-là est très, très bon. J'apprécie le bon café, mais je suis capable de boire quasiment de l'eau de vaisselle aussi. Fait que, je suis pas un grand connaisseur, mais j'apprécie le bon café. Ben écoute, on va te donner un sac de café. Oublie pas, je vais te donner un bon sac de café spécial. Mais aussi, une autre chose, là, je remarque que Pat, il a un super beau sourire Crest, là, très blanc. ça l'aide pas aussi. Ça l'aide pas, exact. Alors, il faut faire attention. J'ai pas beaucoup de tocs dans la vie, mais je fais de la télé. Moi, j'ai un toc sur mes dents. Puis merci. Ça me fait plaisir que tu me le dises parce que je mets beaucoup d'efforts à garder mon sourire très blanc. Un très bel homme quand même. Hein? Oui, belle prestance. Alors, Pat, c'est un gars de Rimouski. Donc, la banlieue, pas la banlieue, les régions du Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta jeunesse puis ton introduction surtout aux arts martiaux? Je suis extrêmement fier de venir du Bas-Saint-Laurent, puis surtout de Rimouski. Mais moi, je viens pas de la ville de Rimouski. Je viens d'un petit village vraiment de 800 habitants. C'est vraiment... C'est perdu. Honnêtement, là, quand tu t'en vas chez nous, quand t'es perdu, t'es presque rendu. Et, honnêtement. Puis c'est les meilleurs gens au monde. Pour vrai, là, c'est du monde qui sont restés vrais. T'arrives là-bas, personne ne barre le port. Tout le monde rentre chez eux. Je veux dire, c'est une belle place, puis... Il y a une des plus belles places au niveau de la nature qui existe là-bas, ça s'appelle les Portes de l'Enfer, qui est ultra connu à travers le Québec, mais c'est dans un trou, honnêtement. Puis c'est vrai, mon village, c'est un trou, c'est vraiment très loin, mais c'est tellement une belle place. Il y a 5 rues, c'est figé dans le temps. Il y a une église en plein milieu du village. C'est vraiment, là, c'est figé dans le temps. On dirait qu'ils n'ont pas avancé avec les années, mais... T'arrives là, puis je veux dire, tu te sens chez vous, puis à toutes les fois, je me dis, tu sais, des fois, tu te dis, avec le succès que j'ai eu dans mon sport, puis présentement, puis tu deviens une personnalité publique, des fois, tu te dis, je vais peut-être l'échapper, je vais peut-être avoir la grosse tête. Quand je retourne là-bas, je suis pas le gars qui a gagné des combats, tu sais, je suis le petit gars du village, puis ça me fait du bien quand je retourne là-bas, tu sais, on dirait que je retourne dans mes racines, puis ça me fait vraiment du bien. Puis j'ai quitté ce village-là quand j'étais très, très jeune avec ma mère. Puis je me suis fait élever par ma mère seulement. Moi, c'est une mère monoparentale qui m'a élevé. Puis on est devenu... j'étais un enfant unique. Donc, on est devenu plus une équipe qu'une famille, je te dirais, là, parce qu'on a vécu sous le seuil de la pauvreté. On a eu vraiment beaucoup de difficultés quand j'étais jeune. On est resté à Sherbrooke pendant des années. Puis, mais, j'ai jamais senti que je manquais de rien. Mais j'ai commencé à avoir des responsabilités quand même assez jeune. Ma mère s'est blessée au travail, puis pendant 2 ans, elle a été invalide. Donc, à l'âge de 12-13 ans, c'est moi qui faisais tout dans la maison. J'allais faire l'épicerie, je revenais, je faisais tout ça en taxi. Fait que j'ai eu des responsabilités quand même assez jeunes. Mais en même temps, je jouais au soccer au niveau élite.
je travaillais très, très jeune pour payer une partie de ça, puis ma mère a payé le reste aussi. Fait que c'est pour ça que je te dis, on est devenu plus une équipe qu'une famille, on n'avait pas le choix. Puis elle me, tu sais, je dis, avec les valeurs qu'elle m'a données aussi, on ne s'est jamais apitoyé sur notre sort, même si on n'était pas riche, on était en dessous de la moyenne aussi, mais on ne s'est jamais apitoyé sur notre sort, puis on a toujours regardé vers l'avant, puis on s'est toujours dit qu'en avant, c'était plus beau qu'en arrière. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai la même mentalité. Wow, ça, c'est une belle histoire parce que, sincèrement, aujourd'hui, tu es papa, puis tu as 2 enfants. Ouais. Fait que j'imagine que ça influence la façon que tu gères la famille. Absolument. Puis, comme je t'ai dit, j'ai été élevé par le même monoparental. J'ai pas eu vraiment de papa. Fait que je pensais que ça m'avait pas dérangé dans toute ma vie, tu sais, parce que je j'ai été quand même quelqu'un d'assez indépendant jusqu'à temps que j'aie des enfants. Puis aujourd'hui, j'étais un papa ultra présent. J'étais un papa qui est très joueur. Je suis tout le temps avec eux autres à terre. Le temps que j'ai avec eux, c'est du temps à 100% avec eux. Tu sais, je veux dire, je passe pas mon temps avec eux sur mon téléphone ou regarder la télé. Tu sais, puis on dirait que là, je réalise, OK, tout ce que j'ai manqué aujourd'hui, je leur donne comme en trip à mes enfants. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de belles choses dans ma vie. Puis je pense que tout le monde va dire un peu la même chose. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. La plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est mes enfants. Puis ça faisait longtemps que je voulais être papa, moi. Puis finalement, je n'avais pas trouvé la bonne fille. Mais là, quand j'ai trouvé la bonne fille, puis le timing était parfait aussi. Dans ma vie, où ce que je t'ai rendu, j'aurais pas pu avoir une carrière aussi prolifique, je pense, si j'avais eu des enfants avant, même si j'en voulais, même si je pensais que j'étais prêt. Mais le timing dans la vie vient tout le temps au bon moment. Puis en 2016, quand j'ai eu ma fille, c'était exactement le bon moment. J'étais en fin de carrière, puis ça m'a comme donné le go à OK, c'est le temps de peut-être passer à d'autres choses. Après 15 ans d'avoir fait ce sport-là, on fait d'autres choses, puis on était préparé, puis c'est ça qui est arrivé. Wow, écoute, Pat, un des filons de notre podcast, c'est ça. C'est l'équilibre entre le travail, le succès, la famille. Moi, je travaille dans une entreprise familiale avec mon frère, ma soeur, mes parents, puis j'ai 2 enfants aussi. Fait que ça me rejoint tellement qu'est-ce que tu dis, puis de pouvoir prendre du temps avec nos enfants, ça, c'est pour moi le succès. Puis je me suis fait poser une question, je m'excuse de m'étaler, mais je me suis fait poser une question par un avocat dans une procédure judiciaire il y a quelques semaines. Are you a wealthy man? Je pense que c'est important que je partage cette histoire-là parce qu'il m'a dit, est-ce que tu es un homme riche? Puis j'ai pris quelques secondes pour réfléchir à la question, puis j'ai dit, I'm very wealthy. Je suis très riche. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, la richesse, c'est des choses que tu as que l'argent ne peut pas acheter. Exact. Fait que la famille, ça, c'est quelque chose de tellement important. Fait que je pense qu'on se rejoint sur plusieurs points. J'aime beaucoup moi, j'aimerais revenir sur tes été militaire. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a amené de ton service militaire ou qu'est-ce que tu peux en bénéficier? Là, tu sais, que tu dis ça, ça m'a amené. Bien, je pense que ça m'a amené une discipline de vie, évidemment. Je veux dire, quand tu es un athlète professionnel, il faut que tu vives une vie d'athlète. Il y a une discipline qui vient avec ça. Puis, en tant qu'entrée dans l'armée, c'est un peu bizarre à dire parce que je suis sorti de l'armée parce que je n'étais plus capable de la discipline. Sauf que ça m'a amené quand même une discipline de vie de quand je m'investis dans quelque chose, bien, je déroge pas puis je triche pas, que ce soit quand j'étais un athlète dans mon alimentation, dans l'entraînement, des choses comme ça. Ça m'a amené une expérience de vie qui est incomparable à ceux qui n'ont jamais été dans l'armée aussi. Je veux dire, moi, en 2002, j'ai servi en Bosnie. Pendant 7 mois de temps, j'ai resté là-bas. Donc, tu sais, on a été là pour aider à reconstruire le pays. On était là en tant que... La guerre était terminée, mais on est quand même été là en tant que béret vert. Donc, on était en droit de se défendre si on nous attaquait. Donc, on était en droit de répliquer à la guerre, dans le fond, s'il y en avait une. Avec quelques petites poches de résistance, c'était pas si grave que ça, mais il reste que, tu sais, de l'expérience que j'ai eue de vie là, j'avais 22 ans, on dirait que ça m'a comme frappé. Quand je suis revenu chez moi, j'ai comme apprécié encore plus ce que j'avais, parce que j'ai vu la pauvreté, j'ai vu des enfants super pauvres, j'ai vu des enfants se pitcher en avant des tanks pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils leur donnent à manger. T'sais, fait que c'est des choses que, tu sais, à 22 ans, ça te remet un peu la réalité en pleine face. Puis c'est ça. Puis je pense que autant que j'aimais pas la discipline dans l'armée, c'est bizarre à dire, parce que quand tu dis que tu t'engages de l'armée, tu t'engages dans la discipline. Et j'étais très bon sur le terrain, mais j'étais très mauvais en garnison parce que la discipline, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Mais tu sais, de fil en aiguille, ce que ça m'a amené après, quand je suis sorti de là, ça m'a quand même amené une droiture dans ce que je voulais faire. Puis vraiment une discipline très, très stricte pour atteindre les plus hauts niveaux que j'ai atteints dans le sport, dans le fond.
C'est vraiment intéressant parce qu'on a parlé tantôt rapidement des arts martiaux, puis j'imagine que dans l'armée, tu as une certaine formation pour te battre, tu sais, comme ils doivent te montrer des techniques de base, mais j'imagine qu'avant ça, quand tu étais jeune, tu as commencé à faire des sports de combat. Oui, ben, j'ai fait du judo longtemps quand j'étais jeune. Ben, finalement, là, quand je suis rentré dans l'armée, il n'y a pas vraiment de. Y a pas, dans ce temps-là, le combat sans armes, on le voyait au début dans ton cours de recrue. Après ça, on n'en faisait plus tant que ça. J'ai vraiment appris sur mon propre temps. À l'extérieur de l'armée, j'ai commencé à boxer. La boxe, j'ai attrapé ça quand même assez rapidement. Pour moi, ça avait été facile d'assimiler cet art martial-là. Puis après ça, ben, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, des choses comme ça. Puis j'ai commencé à m'intéresser, justement, dans ce temps-là, on appelait ça du combat extrême. On n'appelait pas ça des arts martiaux mix. Mais c'était pas mal plus underground, c'était plus rock comme sport aussi. Puis c'était beaucoup moins connu. Puis, je veux dire, j'ai fait un premier combat amateur, puis j'ai mangé toute une raclée, puis je suis tombé en amour pareil avec le sport-là. Puis après ça, ben, j'en ai fait de ma carrière pendant des années. Mais juste, tu sais, autant que je suis tombé en amour avec ce sport-là en 99, en 2004, quand je suis sorti de l'armée, j'ai brisé mon contrat pour essayer de faire carrière là-dedans. Puis on s'entend qu'en 2004, le pourcentage de réussite d'un Canadien francophone du Québec faire carrière à l'UFC, il était moins de 5 là. Fait que, mais encore une fois, tu sais, quand ce que je dis dans mes conférences aussi, tu vas toujours trouver le meilleur potentiel ou qu'est-ce que tu es capable de faire quand tu te mets dans une zone vraiment inconfortable. Puis là, je me suis mis dans la zone la plus inconfortable possible. Je suis sorti de l'armée, j'avais plus rien, puis j'ai voulu faire carrière là-dedans. Ça a bien tourné finalement, mais... Disons, c'est un petit gars de Rimouski qui vient d'un petit village. Tu te ramasses dans l'armée, là, en Bosnie. Fait que c'est assez loin de Rimouski, j'imagine. Oui. Et puis, je veux dire, tu sais, moi, comme je te disais, j'ai une mère monoparentale, j'ai pas donné de chance, ben. Je suis rentré dans l'armée, après ça, j'ai dit, je vais me battre. OK, tu me lâches. C'est ça doit être rough pour des parents. Oui, c'est sûr, c'était rough pour ma mère, mais tu sais, ça y a pris 7 ans avant de regarder un combat en direct. Elle regardait après quand elle savait le résultat, mais elle n'était pas capable. Puis finalement, quand elle a vu que, de un, j'avais du succès là-dedans, mais de deux, que je vivais de ma passion, ce qui est un privilège énorme. Ouais. Je veux dire, je me levais à tous les matins pendant 15 ans de temps, puis encore aujourd'hui, je fais d'autres choses, mais pendant 15 ans de temps, j'ai fait ce sport-là, je me levais le matin, puis j'étais content de faire ce que je faisais, ce qui est un privilège énorme. De faire un travail que tu es passionné pour, ça, je pense que c'est une réussite que tout le monde devrait être capable de faire. Puis tout d'un coup, tu as été introduit à l'UFC de façon assez folle. Je pense qu'à 4 jours d'avis, tu reçois un appel, puis on te dit, est-ce que tu veux te battre avec... C'était Tito Ortiz, qui était un de tes héros. T'étais un fan, je crois, de Tito Ortiz? Oui, ben écoute, ben oui, j'étais un grand fan de Tito Ortiz. L'affaire, c'est que je me battais sur cette carte-là, le premier combat de la pré-carte, puis où est-ce que personne, d'habitude. Puis c'était l'UFC 50, c'était Atlantic City. Et Tito Ortiz, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de gala à toutes les fins de semaine. Il y avait peut-être 7-8 galas par année. Et il y avait un main event. Il y avait une grosse tête d'affiche qui était Tito Ortiz. Et son adversaire, il a eu un embolie cérébrale. Puis finalement, il fallait qu'il trouve un remplaçant. Et je peux te jurer que j'étais le dernier à appeler. Fait que, parce que tout le monde avant a refusé, parce que dans ce temps-là, Tito Ortiz était quand même le poster boy de l'UFC, c'était l'ancien champion du monde, puis il n'y a personne qui voulait accepter le combat à 4 jours d'avis. Moi, je ne crois pas à la chance, je crois aux opportunités. Puis on m'a donné l'opportunité de rentrer à l'UFC par la grande porte, puis on a pris la décision d'y aller. Fait qu'aujourd'hui, tout le monde... Pourquoi qu'on se parle aujourd'hui? C'est parce que j'ai pris une décision dans ma vie. C'est que le 22 octobre 2004, j'ai dit oui de me battre à Tito Ortiz. C'est pour cette raison-là que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est pour cette raison-là qu'on se parle aujourd'hui, parce que j'ai pris cette décision-là ce jour-là. C'était en 2004, puis cette décision-là, tu dis, elle a changé ta vie, mais j'imagine qu'il devait y avoir bien du monde alentour de toi qui ont dit, c'est sûrement la pire décision que tu vas prendre aujourd'hui. Comme tout le monde. Tout le monde à part moi puis mon coach. Parce que lui, il croyait beaucoup en moi. Puis, de toute façon, c'était un win-win situation de toute façon pour moi. Je n'étais pas supposé passer le premier rang. Je n'étais pas supposé d'être c'est ça, là. Le résultat, il a été quand même bon. Même si tu n'as pas gagné, tu as fait vraiment bonne figure ce combat-là. Puis c'est exactement la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie de ne pas gagner ce combat-là. Parce que je n'étais pas rendu à ce niveau-là de 1. Je n'étais pas dans la bonne catégorie de poids de toute façon, anyway. Au Canada, dans les mi-lourds, j'étais correct, mais international, j'étais ben trop petit. Quand tu regardes ce combat-là, j'ai de l'air d'un enfant à côté. Ortiz, il a l'air d'une machine. C'était un monstre. Donc, pourquoi je dis que c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée? Parce que j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée.
Parce qu'après ça, personne ne parlait de la victoire de Tito Ortiz. Tout le monde parlait de l'inconnu, le Canadien inconnu qui avait tenu tête à l'ancien champion du monde. Donc, sa victoire, lui, a passé complètement dans le beurre. Puis moi, ma défaite à moi était plus valorisée que sa victoire à lui. Fait qu'après ça, ben là, c'est encore 15 ans après ce combat-là, quand on me présentait, quand j'allais me battre, toujours des vidéos promotionnelles avant, ils montaient encore des images de ce combat-là. Fait que, tu sais, il collait à moi ces images-là. Ton coach, c'était-tu Fabio à cette époque-là? C'était Philippe Lagacé. C'était une petite équipe qui était dans la ville de Québec. Puis éventuellement, ben là, et ça aussi, c'est quelque chose que je vais remercier toute ma vie. Mon coach à cette époque-là, s'appelait Philippe Lagacé. Je me suis battu contre Tito Ortiz. Et après ça, je suis revenu au gym. Puis il m'a regardé direct dans les yeux. Puis c'est très, très rare qu'on voit ce genre de comportement-là dans des sports où il y a un entraîneur qui a amené son athlète dans un autre niveau. Il m'a regardé et il dit « Il faut que tu t'en ailles. » Il dit « Parce qu'ici, on t'a donné tout ce qu'on peut te donner. Il faut que tu ailles ailleurs pour continuer à t'améliorer. » Puis je regarde ça aujourd'hui, puis c'est l'humilité de ce gars-là qui n'a pas voulu tout garder pour lui, le fame qu'il aurait pu avoir parce qu'on était rendu à l'UFC. Lui, il voulait vraiment le meilleur pour moi. Il a dit « Va-t'en. » Il a dit « Ici, tu n'as plus rien. On n'a pas les connaissances pour te faire avancer encore plus. » Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner à Montréal ici avec Fabio. Ma question, en fait, c'est un angle que je n'ai pas entendu sur d'autres podcasts. Tu es vraiment resté loyal à Fabio. Ouais. Puis, tu sais, il y a peut-être certaines autres personnes qui se demandaient pourquoi tu ne changeais pas de gym ou qui auraient peut-être changé de gym à ta place. Fait que je voudrais savoir, qu'est-ce qui a motivé ta loyauté? Comme tu as toujours resté au BTT avec Fabio. Puis... La raison, c'est qu'il ne m'a jamais empêché d'aller nulle part. Okay. C'est ça l'affaire. C'est que lui avait confiance en son système. Il savait que j'allais revenir de toute façon. Parce qu'on avait développé quelque chose de bon ensemble, mais il ne m'a jamais empêché d'aller m'entraîner ailleurs, d'aller voir ailleurs, d'aller m'entraîner 2-3 semaines dans une autre équipe. Il m'a jamais empêché de ça, parce qu'il m'a toujours dit « Je ne vais jamais t'empêcher de faire ce qui est bon pour toi. » Mais il savait que éventuellement, j'allais toujours revenir de toute façon. Je me suis rendu au combat de championnat du monde avec cette équipe-là, avec BTT Canada et Fabio. Et après ça, mon combat de championnat du monde, je me suis blessé. Mais après ça, j'ai perdu 2 combats, puis on m'a sacré dehors du UFC. Puis là, tout le monde disait « Ouais, mais peut-être temps pour toi de changer. » Je me suis rendu au combat de championnat du monde avec cette équipe-là. C'est peut-être pas eux autres le problème, là, c'est peut-être moi, à un moment donné. Je veux dire, on s'est rendu au top ensemble. On doit bien faire quelque chose de bien à quelque part aussi. Mm-hmm. Mais c'est vrai, dans ce sport-là, puis dans plusieurs sports aussi, la loyauté, la fidélité envers son équipe n'est pas très présente, mais moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Même mon coach de boxe, ça a été Howard Grant pendant toute ma carrière. J'ai resté avec pendant 12 ans de temps. Pour revenir sur ce que tu as dit, tu as été mis dehors de la UFC après 2 défaites. Ouais. Puis là, on te donne une opportunité plus tard. C'était dans la période des télé-réalités. Là. Donc, il y avait des Ultimate Fighter. Ouais. Puis là, on te donne l'opportunité de participer au show puis d'avoir peut-être une autre chance, une autre opportunité. Puis tu t'es rendu en finale, je crois. Exact. Et c'était comment de participer à cette époque-là dans des shows de même? C'est drôle, c'était en 2006, puis c'était la 4e saison, puis tu sais, c'est ça. T'sais, ils prenaient des personnages quand même, là, c'était des bons combattants, mais ils allaient prendre du monde qui pensait qu'il fallait faire un show, exact. Puis, moi, j'avais 26 ans dans ça, j'avais pas vraiment d'attache, j'avais pas d'enfant, j'avais pas une blonde stédée non plus. Fait que, tu sais, moi, rester à Las Vegas dans une maison à 5 millions, manger des steaks à 40$ à tous les soirs, m'entraîner 2 fois par jour avec des Georges Saint-Pierre, des Randy Couture, puis des meilleurs au monde qui étaient les coachs là-bas, pour moi, c'était le paradis. Là, je veux dire, je l'aurais refait l'année d'après. Il y en a qui avaient un peu plus de difficultés parce que, c'est ça, on était complètement coupé du monde. T'sais, on n'avait pas de téléphone, pas de cellulaire, pas de livre, pas de musique non plus. Parce qu'évidemment, ils veulent que les combattants interagissent entre eux autres dans la maison. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, ça a été une expérience super le fun. Puis en 2013, j'étais entraîneur Coach. aussi de ça, exact. J'étais entraîneur de Team Canada contre l'Australie. Puis ça a été une autre expérience super le fun aussi. C'était comment à cette époque-là? Parce que c'était le début de l'UFC. C'est ça qui a popularisé l'UFC. C'est carrément le show de télé qui l'a propulsé. Exact. Je crois que l'UFC était quasiment sur le bord de la faillite. Ouais. Puis c'était comment à l'époque de travailler comme ça avec Dana White, qui aujourd'hui c'est un personnage? Mm-hmm. Ben, tu sais, Dana White, c'est un homme d'affaires, de un. Ça, je l'ai compris quand il m'a sacré dehors. Mais
Parce que, tu sais, avant d'être ton ami, c'est un homme d'affaires. Fait que, tu sais, il faut que sa business roule. Si tu lui fais faire de l'argent, il va être super gentil avec toi. T'sais, moi, j'ai une super bonne relation avec Dana puis avec l'organisation de l'UFC parce que je leur ai sauvé le cul encore une Ortiz. Donc, ça ils m'ont toujours été reconnaissants quand même avec ça depuis l'UFC 50. Après ça, depuis 2008, je suis devenu la voix officielle de l'UFC en tant que commentateur francophone aussi. Donc, j'ai tout le temps eu une super bonne relation avec eux autres. Puis même en 2010, quand ils m'ont ressacré dehors après mon combat de championnat du monde, le matchmaker qui s'appelait Joe Silva, j'étais tout le temps en communication avec lui. Puis je disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je revienne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis il me disait exactement quoi faire, puis c'est quoi les situations qu'il allait me rappeler. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. En 2012, ils m'ont rappelé, puis j'ai resté là encore 5 ans après jusqu'à temps de prendre ma retraite. Tu as dit que tu as joué au soccer à haut niveau. Fait qu'on joue au soccer, on joue au hockey, et on dit on peut pas jouer à se battre. Non. C'est dur comme sport. Très dur. Est-ce que tu portes un petit peu les conséquences d'avoir travaillé dans ce domaine-là pendant des années? Absolument. J'ai appris à vivre avec la douleur chronique de mon corps. J'ai été sur la table d'opération 11 fois, moi. Pour 8 fois mes genoux. Je me suis fait reconstruire 2 fois le genou droit. La main 2 fois, j'ai eu des pins de métal dans la main après un combat. Je me suis fait nettoyer les coudes à cause du calcaire des coudes dans les articulations à quelques reprises. Mais le plus important, c'est que ma tête est correcte. C'est un sport qui est violent, c'est un sport de contact, c'est vrai, mais on est entraîné pour faire ça. La relation de la violence, où ce que tu as à voir, ça t'appartient aussi. Moi, je trouve ça bien plus violent, un cross-check dans le dos hockey, que 2 gars entraînés dans un combat volontaire qui savent qu'ils vont recevoir des coups. Moi, je trouve ça moins violent au bout de la ligne. Si tu t'arrêtes à 2 gars qui se tapent sur la gueule d'une cage, tu vas pas plus loin que ça se peut que tu n'aimes pas ça. Mais il reste que 2 ans après ma retraite, je suis allé passer des tests neurologiques, exactement, avec un de mes amis maintenant qui s'appelle Louis de Beaumont, qui est une sommité là-dedans, qui travaille maintenant qui travaille maintenant à l'hôpital Sacré-Cœur pour faire des recherches sur les syndromes post-commotion. Puis j'ai fait des tests avec lui, puis à tous les 3 ans, je vais aller le voir maintenant. Puis finalement, j'ai pas de symptômes post-commotion. Je me suis jamais fait knocker, moi, dans ma vie, tu sais, alcool. J'ai eu le privilège d'avoir un bon menton, d'être capable d'absorber. Mais il reste que, tu sais, oui, je me suis battu 37 fois, mais je me suis surtout entraîné 15 ans de temps. C'est ça. Puis, tu sais, dans les entraînements, j'ai reçu des coups aussi. Donc, j'ai reçu plus de coups que 37 combats dans ma vie. En 2017, tu décides de prendre ta retraite après ton combat avec Thiago Alves. Ouais. Et on sait que des fois, dans l'UFC, il y a des gens qui font des comebacks. Toi, tu as décidé. Non. That's it, that's all. Ouais. Move on. Puis c'est là que tu as décidé de te relancer plus vers devenir analyste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce changement de carrière puis de direction? Parce que clairement, tu es un gars extrêmement articulé et tout ça. Fait que ça, disons, pour des fighters, c'est comme plus difficile là, de trouver des gens Fait que toi, tu as décidé de te relancer là-dedans? Bien, comme je te dis, depuis 2008, je faisais déjà ce job-là en tant qu'analyste. Puis, tu sais, une petite anecdote là-dessus. Moi, je me suis battu au Centre Bell à l'UFC à 4 reprises. Puis, les 4 fois, j'ai gagné. Puis après ça, j'allais mettre un saut puis j'allais finir de décrire le show à côté de l'octogone. Ouais. Avec les réalisateurs, ils capotaient. Puis, il y a quelqu'un qui me remplaçait, mais on finissait le show à 3. Puis, il trouvait ça bien cool. Puis, il était, ben voyons, j'ai dit, ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis, c'était bien le fun. T'avais un talent naturel pour les médias. Ben, j'ai toujours aimé ça quand même. Puis je pense que j'ai trouvé ma façon de vulgariser ce sport-là pour que tout le monde le comprenne. Ceux qui connaissent vraiment ça, je les prends pas pour des idiots. Puis ceux qui connaissent pas ça, ben, je les infantilise pas non plus. Donc, je pense que j'ai trouvé une ligne directrice pour être capable de vulgariser ce sport-là, qui est un sport qui est dur, qui est pas fait pour tout le monde. Mais au moins, je suis capable de te l'expliquer. Puis tu me dis pourquoi tu n'aimes pas ce sport-là, c'est correct. Mais si tu me dis que tu n'aimes pas ce sport-là parce que c'est deux innocents qui se tapent dessus sur la tête, ben ça se peut que j'essaie de te faire comprendre c'est quoi ce sport-là. Parce que, je veux dire, c'est toute ma vie, moi, ce sport-là. Aujourd'hui, j'ai bien beau faire de l'acting, j'ai bien beau, si je gagne un trophée en tant que comédien, ben, le monde va dire, gars, c'est l'ancien combattant qui a gagné un trophée pour faire... Je peux pas me l'enlever de moi, cette étiquette-là d'athlète d'arts martiaux mix. C'est sûr et certain que ça va te suivre, which is not a bad thing. Non. Mais tu as parlé de acting. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Parce que tu nous as dit tantôt que tu étais off-record, bien occupé avec ça.
la chose est drôle, c'est que pendant ma carrière d'athlète, tu sais, j'en ai fait des... J'ai joué des rôles dans des séries, mais je jouais tout le temps mon propre rôle. Tu sais, je faisais des caméos, puis je jouais moi-même. Je suis quand même bon là-dedans. c'est pas très dur. Mais après ça, tu sais, ça m'a toujours intéressé. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont là-dedans, dont Patrice Godin, puis tu sais, des acteurs qui sont quand même bien respectés ici au Québec. Puis ça m'intéressait. Puis là, 2 ans et demi, je suis retourné à l'école. J'ai fait des ateliers en tant que d'acting, puis des workshops d'acting aussi. Puis je continue d'en apprendre pour apprendre ce métier-là aussi. Puis même si ça faisait à peu près une dizaine d'années que j'étais devant la caméra à faire de l'analyse de combat, je me suis aperçu que c'était complètement autre chose. C'est un métier à apprendre. C'est très difficile, beaucoup plus difficile que je pensais. Mais j'ai été passionné par le sport qui m'a amené à un autre niveau. Puis là, je me suis trouvé comme une autre passion de la comédie, de jouer. Puis finalement, là, on a eu quelques bons rôles dans une couple de séries. Puis on attend notre gros breakdown d'un gros premier rôle qui devrait s'en venir prochainement. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que je ne suis pas dépendant d'un coup de fil là-dedans. T'sais, je me suis arrangé, quand j'ai pris ma retraite, pour avoir plusieurs branches à mon arbre pour être capable d'avoir de l'option. Puis je pense que quand tu as des options dans la vie, je pense que c'est là que tu as réussi. Moi, j'aimerais rebondir sur une conversation qu'on a eue il y a 8 minutes. On a parlé de la télé-réalité. Tu as dit qu'ils cherchaient des personnages. A posteriori, d'après toi, c'est quoi le personnage qu'ils sont venus chercher de toi? Honnêtement, le personnage qui sont venus chercher moi, c'était un Canadien français. Parce que l'UFC commençait à être de plus en plus populaire en Amérique du Nord. Puis là, le Georges était arrivé. Il y a eu David Loiseau, le premier Québécois. Après ça, il y a eu Georges. Fait que là, il commençait à vouloir venir plus au Canada faire des événements. Puis là, je faisais partie de l'UFC. Donc, c'est pas mal ça au début de ma carrière qui m'a sauvé un peu de rester dans l'organisation. Puis c'est bien correct, puis je le sais, puis je l'accepte. Puis en étant Canadien, Français, Québécois, ça m'a donné beaucoup plus de privilèges que si j'avais été un Américain. Je suis pas sûr que j'aurais été dans cette télé-réalité. T'étais pas assez personnage en tant que tel dans le fond? Non, puis mon anglais n'était pas terrible dans ce temps-là non plus, je peux te le dire. Je pense qu'on m'a vu pour la première fois au 4e épisode, pas avant. Fait que puis c'est bien correct, mais encore une fois, ils m'ont donné l'opportunité d'aller dans ce show-là, puis j'en ai retiré le plus que je pouvais. Je vais encore bondir sur la télé-réalité parce que tu as dit que la deuxième fois que tu es allé, c'était en 2013. Ouais. C'était comme coach. Ouais. Puis présentement, parce qu'on énumère que tu es acteur, tu as ton livre, en tout cas, tu fais plein de choses. C'est vraiment un high achiever comme on les aime. Présentement, Yohan Lennes, excuse-moi pour le nom. Donc, en gros, tu es son coach. Ouais. Qui... Ouais. Ouais, okay. Ouais, ben oui, mais je te dirais, je suis plus son mentor, je te dirais. Okay. Tu sais, moi, un coach de MMA comme tel, je crois pas à ça. Tu sais, je crois à un gars qui va être plus stratégique, qui va être capable de tout mettre ensemble, mais tu peux pas être bon dans tout, là. Donc, tu sais, il y a un coach de jiu-jitsu, il y a un coach de boxe. Moi, je l'aide à tout mettre ça ensemble. Donc, je suis plus son mentor. Il est venu me chercher. D'un, je le connaissais un petit peu avant. On est devenus super proches avec son combat avant qu'il rentre à l'UFC. Je l'ai aidé un peu. Il m'a demandé beaucoup de conseils, mais c'est beaucoup plus l'approche d'expérience que je donne que vraiment des techniques de combat. Puis je pense que ça prend ça aussi dans une équipe. T'sais, il y a son coach de boxe, il y a son coach pour toutes les choses ensemble, mais ça prend quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà passé par là pour tout mettre ensemble. Puis tu vois, à son dernier combat, on était à Las Vegas, puis on était dans le vestiaire, puis à un moment donné, il voit les odds arriver dans la télé, puis là, il était rendu 5 contre 1. Je l'ai vu dans sa face, ça l'a dérangé. Mais, tu sais, là, je l'ai pris ailleurs, puis là, j'ai fait un speech de motivation, mais, tu sais, je savais quoi dire pour que ça s'y enlève dans la tête, que ça ne changeait rien à sa performance. Mais quand tu n'as pas de l'expérience de vie d'athlète de ce sport-là, tu sais, toutes ces petites affaires-là, ça va venir te déranger, puis ça peut affecter ta performance. Clairement que quand tu vois que les odds sont 5 contre 1, comme tout, je veux dire, tu pars déjà d'un mauvais mindset. Si tu n'as pas quelqu'un qui te remonte... Non, ben c'est ça. Fait, mais tu sais, quand tu as assez de l'expérience, tu regardes ça. Moi, j'ai été négligé dans presque 90 % de tous mes combats, tu sais, mais je les ai gagnés presque 90 % du temps aussi. Fait que, tu sais, les odds sont là. Ça existe, les odds, justement, pour faire de l'argent à ceux qui croient en toi et qui misent sur toi. Fait que c'est à ça que ça sert, les odds. Ça va faire des surprises, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Est-ce que tu as de l'intention d'en amener d'autres avec toi, de mentorer d'autres? Non. Non, non, honnêtement, j'ai pas l'aspiration à devenir un coach. J'ai pas l'aspiration. De un, j'ai pas le temps. De deux, j'ai pas la passion d'être un coach, de partir de quelqu'un de zéro puis de l'amener. Yohan, c'est différent parce que Yohan, c'est un ami.
De deux, il me fait penser un petit peu à moi. C'est un gars qui est ultra travaillant. C'est un gars qui est coachable. Donc, tu vas lui dire de quoi une fois, puis il va le faire. Puis c'est un gars qui ne s'obstine pas. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais si tu viens me chercher pour que je t'aide, je ne vais pas commencer à m'obstiner avec toi. Si on commence à s'obstiner, je n'ai pas le temps. Fait que si tu viens me chercher, je vais t'aider avec le mieux que je peux. On peut discuter, mais quand c'est temps de s'entraîner, c'est temps de s'entraîner. Puis Johan, il est très open mind. Puis c'est comme ça, je pense, que tu apprends. Tu prends de tout le monde. T'sais, moi, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. S'il y a une ceinture blanche qui vient me voir et qui me dit quelque chose, je ne vais pas l'envoyer chier. T'sais, je vais le prendre. Ça se peut qu'ils me disent de quoi que je ne connais pas. Au bout de la ligne, tu prends tout, puis à la fin de la journée, ben, tu mets au poubelle ce que tu n'aimes pas, mais écoute le monde. C'est comme ça que tu vas avancer, je pense. Pour gagner, il faut que tu t'associes avec des gens qui aiment ça gagner puis qui sont passés par là. Puis d'être coachable, je pense que c'est la clé du succès. Fait que tu as dit exactement qu'est-ce que je pense. Merci. Merci. J'avais une question vraiment comme, je peux dire un petit peu niaiseuse, mais j'imagine dans ta carrière, là, souvent, tu es sorti, on a dû te reconnaître dans des places comme dans des bars. Est-ce qu'en tant que fighter, là, en tant que combattant, est-ce que les gens ils s'essayaient en disant « Hey, Pat, let's go, donne-moi un coup ». Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans ta vie? Bien, je te disais, il y a une dizaine d'années, quand le sport était moins populaire, quand tout le monde pensait qu'il était capable de le faire, ça arrivait. Mais à moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Je pense que tu dégages ça si tu veux. Si tu rentres dans une place, puis tu joues à ça, tu es un peu cocky. Je pense que tu vas dégager ça. Moi, je suis plus un happy drinker. Moi, si on boit, on va avoir du fun, on ne se battra pas, je te le confirme. Donc, tu sais, moi, j'aime ça rassembler le monde. Puis à cette heure, là, vous ne voyez pas, mais tu sais, moi, j'ai des oreilles de chou-fleur. Puis à cette heure, le monde, ils savent ce que ça veut dire des oreilles de chou-fleur. Ça veut dire que t'es probablement un très bon lutteur ou un bon judoka ou ben non, t'as fait des arts martiaux mix. Donc à cette heure, le monde, il regarde les oreilles, il dit, ah, d'après moi, lui, je ne l'écœurerais pas. Donc, tu sais, le sport est rendu là. Mais je te disais, quand ça a donné un pic de popularité, les arts martiaux mix, tout le monde pense qu'ils sont capables de le faire. Fait que, tu sais, ils viennent au gym, puis là, il y en a qui viennent, puis c'était tellement rendu populaire. Non, le monde, il venait prendre des cours de UFC. Je vais t'expliquer quelque chose. UFC, c'est la compagnie. Là. Si tu veux prendre des cours, ça va être des cours de jiu-jitsu, de boxe. Mais tout le monde, tu sais, pensait que c'était ça le sport. Tout le monde pensait que c'était facile de rentrer là-bas. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile que quand moi j'ai commencé. C'est tellement contingenté aujourd'hui que ça prend quelqu'un de spécial pour se rendre au bout. C'est une super bonne introduction à ma prochaine question qui est comme le fighter pay. On sait que ça a été comme un gros sujet, puis il y a eu beaucoup de critiques envers Dana White, puis les millions de dollars ou les milliards que ça vaut aujourd'hui la UFC. Mais les fighters, des fois, on est assez surpris d'apprendre que sur des cartes, là, ceux qui sont, comme tu as dit tantôt au début là, de la carte, les montants sont très ridicules. Donc, c'est dur d'avoir une certaine liberté financière puis de juste vivre de son sport comme combattant. Absolument. Alors, on sait que toi, tu as mis les jetons à la bonne place. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Absolument. Écoute, c'est un sport qui est très dur de vivre. Et c'est un sport que tu as 100 des chances de te faire mal, puis tu as à peu près 1 d'être capable de vivre de ça. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses ça par passion. T'sais, si tu fais ça pour devenir riche ou célèbre, ça n'arrivera jamais. T'sais, ça va venir avec si tu as des bonnes performances, si tu vis de ça pour la passion, surtout aujourd'hui. T'sais, moi, c'était difficile de vivre de ça au début quand j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est pas plus facile. Parce que, oui, l'UFC est très critiqué sur combien ils payent leurs combattants, mais c'est quand même l'organisation qui paye le mieux leurs combattants en sous-carte. Je dis, le salaire minimum est de 10 000 plus 10 000. Quand tu gagnes, c'est 10 000, c'est ça? Quand tu gagnes, c'est 20 000. Je veux dire, c'est 10 000, tu doubles ta bourse si tu gagnes, c'est 20 000. Le monde m'a dit, ouais, c'est quand même beaucoup d'argent, 20 000 de gagner un combat. Mais là-dessus, tu enlèves 30 de taxes, tu enlèves un 10 de ton gérant, tu enlèves un 5-6 pour ton équipe. Après ça, tes tests médicaux, c'est toi qui les payes. Après ça, faut que tu vives pour rendre à ce niveau-là, il faut que tu vives quasiment à temps plein de ton sport pour t'améliorer. Tu bats avec l'élite. Fait que, il te reste un 10 000 peut-être pour te rendre au prochain combat, puis tu te bats peut-être 3 fois par année si tu es chanceux. Sinon, c'est 2 fois par année. C'est sûr qu'il y en a qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de... il y a 2 problèmes. C'est que l'UFC n'arrête pas de se vendre, ils font beaucoup d'argent. Donc, le partage des revenus est très minime. Le partage des revenus est peut-être à 9 pour les combattants. Donc, c'est très, très minime. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas d'association qui protège les combattants. Il n'y a pas de syndicat, comme l'Association des joueurs au hockey. Mais exactement.
Parce que dans le hockey, on va dire le Centre Bell, il est bien rempli, Oui. mais il paye les joueurs 3 millions, 2 millions, 1 million, 6 millions. Puis c'est fou, là, parce que dans le fond, Oui. quand tu y penses, OK, ils vont jouer 80 matchs dans l'année, mais il y a quand même un petit peu moins de risque d'être combattant. Fait que c'est ça qui est comme un petit peu incroyable. Dans tous les sports, quand ils ont voulu augmenter les conditions de travail, il y a toujours eu un lockout. Il y a toujours eu une grève. Mais c'est facile de faire une grève quand tu as déjà 1 million dans ton compte. Les joueurs de baseball, les joueurs de hockey, les joueurs de football sont quasiment tous millionnaires. Mais le gars qui fait 10 000 $ pour se battre au premier combat de la sous-carte, là, lui, ça ne tente pas de faire une grève pendant un an de temps, là, parce qu'il n'y a pas plus de revenus. Là. Donc, lui, il ne peut pas se permettre de faire ça. La superstar qui se bat en finale, qui fait 3-4 millions pour le combat, lui, ça ne tente pas de prendre une partie de sa bourse, mettre ça dans un fonds de pension pour l'inconnu qui se bat en pré-carte, qui se fout complètement. Là. Donc, c'est pour ça que ça n'arrivera jamais. T'sais, ça n'arrivera jamais parce qu'il n'y a pas assez de combattants qui peuvent supporter d'être en grève pendant plusieurs mois. J'aurais jamais pensé que... J'avais jamais pas vu ça comme ça, mais c'est très intéressant. Tu es aussi papa de 2 jeunes enfants, tu as un garçon et une fille comme moi. Tu es aussi propriétaire d'un centre, le XPN. Ouais. C'est sur la rive sud de Montréal. J'ai entendu dire que c'est un super centre d'entraînement. Tu es capable de maintenir cette balance-là entre le travail, parce que tu es aussi analyste, comédien, puis tu as une famille, puis tu as dit comment c'est important pour toi. Mais en fait, c'est plus comment tu fais pour trouver cette balance-là? Ben, tu sais, le temps, ça se trouve. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à rien faire. Vraiment, là, c'est pas vrai. Je suis capable de m'asseoir et rien faire, mais ici, ça n'arrête jamais. J'essaie tout le temps de trouver un autre projet. Des fois, ma femme, je pars, je deviens actionnaire d'une compagnie, j'essaie de partir une autre compagnie, des choses comme ça. J'ai beaucoup de projets que j'ai essayés qui n'ont pas marché, mais dans ma tête, pour 10 que tu essaies, il y en a un qui va marcher, puis c'est bien correct comme ça. Mais des fois, ma femme me regarde, elle dit « mais tu vas faire ça quand? » Je sais pas, mais ça va arriver. Je vais être capable de le faire à un moment donné, mais j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de ça pour... Puis je pense que c'est peut-être le syndrome de travailleur autonome aussi. C'est toujours d'avoir peur de manquer de job, toujours d'avoir peur de manquer quelque chose parce que tu es ton propre boss, tu as ton sort entre tes mains. Je pense que c'est la déformation d'être un travailleur autonome depuis très longtemps. C'est d'être le seul pourvoyeur de ton propre bonheur. Tu n'es pas sur un payroll. Il faut que tu travailles pour toi-même, pour que tu crées des choses pour remplir tes poches. Fait que pour moi, ça, je pense qu'il est ancré très, très fort dans ma tête, ça. Mais il reste que j'aime bien partir de plein de projets. Que ça marche, que ça marche pas, que ça me garde actif, puis j'aime bien ça. J'adore cette philosophie-là. Puis c'est comme un combattant, right? C'est pas combien de fois tu es tombé, mais combien de fois tu t'es relevé. Puis dans le fond, c'est ça. Puis je pense que Francis, en tant que travailleur autonome, je pense qu'il va aimer cette philosophie-là. J'aime beaucoup cette philosophie-là. Fait que j'ai fait bien des dizaines de projets qui n'ont pas fonctionné. Ben oui, c'est ça. Mais regarde, c'est comme ça, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui me garde en vie. Tu sais, c'est ça. Puis tout ce que je fais, moi, j'ai été dans l'armée, j'ai vécu sur le sol de la Breauté. Moi, je suis confortable en dessous d'un sapin l'hiver, là, là. Je suis capable de vivre là. Mais aujourd'hui, ce que j'ai bâti aujourd'hui, c'est pour ma femme, c'est pour ma famille. Puis je veux leur donner le plus de, pas nécessairement de luxe possible, mais le moins de soucis possible. Mais en même temps, j'ai dit que mes enfants sont chanceux d'être là quand même. Je veux dire, tu sais pas ce que tu vas atterrir là, quand tu nais, là, tu sais pas. Mais puis c'est pour ça que pour moi, c'est important de... des fois, on écoute des choses à la télé, des choses... Mais mes enfants, ils ont juste connu ce qu'ils vivent aujourd'hui. J'ai travaillé fort toute ma vie, pas plus fort qu'un autre, mais j'ai travaillé fort toute ma vie pour leur donner un luxe, pour leur donner une paix d'esprit, puis leur donner un beau quartier tranquille, sécuritaire, pour qu'ils puissent jouer dehors avec les amis, des choses comme ça, puis pas avoir de soucis. Mais en même temps, là, ma fille, mon gars est trop jeune, mais ma fille est assez vieille pour que je suis capable de la faire réaliser qu'elle est privilégiée de vivre ça aujourd'hui. Puis là, pour moi, c'est super important que ça soit pas de l'acquis. Ça soit... Même moi, quand je reviens chez nous, je regarde ça. Je m'ai construit ma maison il y a 2 ans. Je regarde ça et je me dis, je suis fier de ça, je travaillais pas, mais je me sens privilégié aussi que... Tu me dirais, si j'avais espéré ça quand j'étais plus jeune, jamais de la vie. T'sais. Fait que tu as beaucoup de gratitude. Absolument. Ouais. Bravo. Félicitations, pour vrai, c'est vraiment inspirant de t'entendre comme ça. On a parlé du temps, justement, de trouver le temps.
J'ai entendu par les branches que tu étais un amateur de sport nautique, puis peut-être que c'est totalement, tu peux me corriger. Qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu n'es pas en train de jouer avec tes enfants, partir une business ou mentorer un Yohan? Qu'est-ce que tu fais pour toi, pour te ressourcer, tes activités? Honnêtement, me ressourcer, moi, être avec ma famille, c'est ça. Moi, je suis un papa à la maison. Je suis confortable chez nous à la maison. Mais oui, je suis un sport nautique. Moi, je suis un grand amateur de bateaux. J'ai eu des bateaux pendant 15 ans de temps. Puis quand j'ai eu ma famille, j'ai tout le temps eu des bateaux sportifs, des bateaux de wakeboard. Puis quand j'ai commencé, quand ma fille est devenue plus vieille, finalement, on a changé. J'ai acheté un cruiser avec des chambres, des choses comme ça. Puis ça, c'était vraiment cool. On pouvait partir, puis on revenait, puis on a de la place pour tout le monde. Ma fille, elle pouvait jouer en bas, c'était tannée d'être en haut. Moi, être sur l'eau, c'est mon happy place. Je suis pas un gars de char, je suis pas un gars de moto, je suis un gars de dos. Moi, quand tu me mets sur l'eau, on dirait qu'il n'y a plus rien qui peut arriver. Tu oublies tous tes problèmes jusqu'à temps que tu reviennes sur Terre. Mais tant que tu es sur l'eau, il n'y en a pas de problème. Fait que ouais, je suis un grand amateur de bateau. C'est pour ça que tu es sur la Rive-Sud, tu es proche des cours d'eau. Oui, absolument. C'est juste à côté. La marina est à 5 minutes de chez nous. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode 10. On a reçu le frère d'Angelo, Gerardo, que tu as rencontré un peu plus tôt. Et les deux ont eu la brillante idée de se challenger un combat de boxe devant le public. Là, en tout cas, je ne sais pas trop ce que ça s'en va, mais je pense qu'on aurait besoin d'aide pour entraîner Angelo parce que Gerardo, il a dit qu'il aurait besoin d'aide. Fait qu'on voulait savoir si tu voulais entraîner Gerardo. On peut s'arranger, ça. J'ai dit à mon frère que, parce qu'on est des frères jumeaux, puis moi, je suis plus grand et plus lourd. Puis j'ai dit, je vais avoir un avantage. Puis il a dit, mais c'est parce que tu vas en avoir besoin d'un avantage. Mais c'est sûr, ça va dégénérer. Deux frères qui se battent, c'est sûr, certain. Là. On s'est battus souvent, mais là, c'est ça. Fait qu'ils vont le faire pour un fonds, fait que pour une bonne cause. Cool. Fait que peut-être comme arbitre. Bref, l'invitation est lancée, Patrick, si ça t'intéresse. Patrick, on est rendu au segment Express parce qu'on est à un espresso avec Angelo et on te pose des questions en rafale. Juste, tu nous dis c'est quoi ton choix. On est chez Rubino. Rubino, on vend des chaussures. Fait que si on te dit entre Nike ou Adidas, qu'est-ce que tu choisis? Nike. Ouais. Nike, est-ce que tu as quelque chose... Oui, écoute... Les pastas. Ça a quasiment l'air stagé, mais écoute... mais non, mais merci beaucoup. Ils sont écœurants. Écoute ça. Regarde ça. Fait que ça, c'est le choix de Patrick Côté, le Nike Reposto. Reposto, exactement. Il est écœurant. Ils sont vraiment bons. On vient d'y recevoir. C'est un genre de petit gris pâle. Ils sont vraiment nice. Bon choix, Pat. Smell. Enjoy that. Enjoy that. Vraiment, vraiment nice. Merci beaucoup. Pat, entre le jiu-jitsu et la boxe, c'est quoi ton art martial préféré? Jiu-jitsu. C'est sûr. T'arrêtes jamais d'apprendre. Jiu-jitsu, il y a tellement de facettes que tu peux créer ton propre style aussi. Tu sais, la boxe, OK, c'est beaucoup plus que ça, mais il reste que quand tu connais gauche-droite, crochet, uppercut, il faut que tu travailles ta vitesse, ton jeu de jambes, c'est pas mal ça. Le jiu-jitsu, tu as plein de sortes d'étranglements, plein de sortes de clés de bras, tu as plein de sortes de comment tu vas arriver jusque-là. Le jiu-jitsu, c'est comme un jeu d'échecs. Tu places tes pions pour arriver au check et mat, le jiu-jitsu, c'est la même chose. C'est plus que, tu sais, une clé de bras d'une ceinture blanche ou une ceinture noire, pas mal la même chose. Le bras, il pue pas plus parce que tu es une ceinture noire, mais c'est comment tu vas faire pour arriver là. Fait avec les connaissances que tu as, plus que tu montes dans les rangs, plus que tu as de connaissances, tu vas passer 2-3 mouvements d'avance, comme aux échecs. C'est la même chose. Fait que je fais souvent la relation entre le jiu-jitsu et les échecs. C'est un peu le même principe quand tu te bats en jiu-jitsu au sol. Wow. Entre être un analyste ou combattant, qu'est-ce que tu préfères? Aujourd'hui, être un analyste. J'étais allé avec Las Vegas avec Yohan la semaine passée, puis il était en train de se faire les tapings en dessous. Puis je regardais ça, puis j'étais content d'être là, j'étais bien nerveux pour lui, j'étais fébrile. Mais je regarde, je dis, je suis tellement content de ne pas être à sa place. J'ai fait le tour de ce sport-là, puis t'en parlais tantôt. J'ai pris ma retraite, puis j'avais pris cette décision-là 2 mois avant mon dernier combat. Je savais que j'allais prendre, c'était mon dernier combat, puis je n'avais pas dit à personne. Même ma femme ne le savait pas, parce que je voulais pas que personne partage ce moment-là avec moi. Je me suis dit, je me dois ça à moi-même. La dernière fois que je vais rentrer, la dernière fois que je vais faire la pesée, la dernière fois que le Bruce Buffer va crier mon nom, whatever, la dernière fois de tout, je voulais juste que ça soit moi qui sache que c'était la dernière fois. Puis quand j'ai pris
même si j'avais gagné, j'ai perdu mon dernier combat, même si j'avais gagné, j'ai pas pris cette décision-là sur le coup de l'émotion. J'aurais aimé mieux gagner et terminer sur une victoire, mais peu importe, pour moi, ça changeait rien. J'étais rendu là, j'avais fait tout ce qui existe dans ce sport-là, je l'ai fait. Fait que, tu sais, puis surtout, on parlait tantôt de mes enfants, mon gars était pas né encore, mais mes 2 derniers combats, je me suis fait frapper plus fort que dans mes 15 dernières années d'athlète. Puis c'est pas parce que mon menton était moins bon, c'est juste que les coups, je les voyais moins venir. Tu ralentis avec l'âge. Puis comme je t'ai dit tantôt, moi, je ne me suis jamais fait passer de knock-out dans ma vie. Tu sais, j'ai pas d'image de moi qui est à terre ou des vidéos que moi en convulsion ou les yeux arrivés à l'envers, tu sais, knock-out, out cold, tu sais, des choses brutales. Puis je me suis toujours dit, moi, ma fille, mais qu'elle ait 7-8 ans, elle a 10 ans, elle va vouloir savoir ce que je faisais avant. Fait qu'elle va aller sur l'ordinateur, puis des images, ça reste. Mais moi, ces images-là de moi, knock-out, ça n'existe pas parce que c'est jamais arrivé. Fait que ça a été comme un déclencheur aussi pour moi de prendre ma retraite, que je voulais pas que ma fille voie ces images-là de moi à terre. J'ai perdu des combats, mais je ne me suis jamais fait geler comme tel, puis peut être capable, hors conscient ou des choses comme ça. Puis moi, c'était vraiment important pour moi, ça. Vraiment intéressant. Tu as parlé un petit peu de Rimouski. Si tu avais le choix de choisir entre Rimouski ou, tu as dit un village proche de Rimouski. Je connais pas le nom du village, mais si tu avais le choix entre Rimouski ou la rive sud de Montréal. Ben, c'est dur, c'est là, dur t'es à le cours dire. d'eau à la rive sud. Là, exact. Je vais dire, pour les gens, je vais choisir mon village, Saint-Narcisse. Mais pour la vie, comme tel, je vais prendre la rive sud d'où je reste, ça, c'est sûr. Fair enough. Si tu avais à choisir entre une revanche contre Anderson Silva ou un combat contre Jake Paul, puis je dis ça parce que je veux avoir ton opinion aussi sur ces fights-là de YouTubers puis des montants faramineux qui sont déboursés. Honnêtement, puis c'est pas des jokes, puis je prendrais une revanche contre Anderson Silva parce que j'ai toujours dit la même chose. Moi, j'ai perdu ce combat à cause d'une blessure au 3e round. Mon genou, il a éclaté, exact. Puis j'ai pas été capable de continuer, mais ça allait super bien dans le combat. Je dis pas que j'étais en train de le gagner, mais j'étais pas en train de le perdre non plus. J'aurais aimé mieux qu'il me knock solide. Au moins, il y aurait eu une décision. Là, il y a toujours comme un unfinished business. Toujours, on sait jamais ce qu'il y a. Puis ça m'a pris quand même du temps avant de tourner la page sur ce combat-là. Mais si tu me demandes entre les deux, moi, j'ai jamais fait ça pour devenir riche, j'ai jamais fait ça pour devenir populaire non plus. J'ai fait ça pour devenir le meilleur. Fait que si tu me demandes le choix, pour devenir le meilleur, ça va être mon combat de championnat du monde contre Anderson Silva, c'est sûr. J'adore la réponse. Si tu avais le choix entre manger un flying knee, un genou volant, on va dire, d'Anderson Silva ou un coup de poing par Adonis Stevenson, qu'est-ce qui rentre plus fort au poste? Tu sais quoi? Les deux, ça m'est arrivé. Je sais, c'est pour ça qu'on te pose. Tu étais le sparring partner de Adonis Stevenson. Pendant 2 ans de temps, il m'a fait mal. Puis c'est pas parce qu'il voulait. Il y a un don. Je veux dire, il frappe fort, c'est tout. Puis tu sais, quand tu fais du sparring, on met des 16 onces, nous autres avec des gants. Lui, il mettait des 18 onces. Tellement qu'il frappait fort. Tu sais, il frappe fort. C'est comme ça. Je te dirais... Si j'ai le choix d'en recevoir un, je vais prendre un flying knee d'Anderson Silva parce qu'un coup au corps d'Adonis Stevenson, c'est pas le fun. Non, hein? Non, ça n'a pas été le fun. Fait que Superman, il frappe vraiment fort. Oh, ouais. Good. Entre Conor, là, t'es-tu team Conor McGregor ou Khabib? C'est dur à dire. Je suis plus team Dustin Poirier, je te dirais. Parce que c'est un gars qui redonne à sa communauté. C'est un gars je trouve que c'est un gars qui est très. Tu sais, tu suis son patte, puis tu veux suivre ce genre de patte-là. Khabib, je trouve qu'il est super bon, mais moi, j'ai toujours mis Georges en haut de Khabib comme étant the greatest of all time pour la seule raison que Georges a déjà perdu. Puis il a été capable de rebondir puis de venger ses défaites. Moi, c'est là que je vois le mental d'un champion. Et j'aurais aimé ça que Khabib perde, pour savoir comment il aurait réagi après. T'sais, parce que tu sais jamais comment un athlète va réagir après une première défaite. Il y en a qui s'écroulent complètement. Il y en a beaucoup au UFC qui étaient invaincus. Ils ont perdu une fois. Ils n'ont plus jamais été le même. Fait que, peut-être que ça n'aurait pas arrivé, mais on ne le saura jamais. Mais au moins sur Georges, on le sait, lui. T'sais, il a perdu 2 fois, dont une fois très humiliante face à Matt Serra. Il s'est relevé. Il est allé le rebattre ici au premier gala ici à Montréal, le UFC 83. Puis il a revengé ses 2 seules défaites qu'il a eues. Puis je trouve que c'est ça, je pense qu'il a même dit que c'était une des points tournants de sa carrière. C'était une bonne chose qu'il ait perdu. Exact.
Moi, c'est là que je vois si tu as un mental de champion, si tu es capable de rebondir après avoir été Fait que je comprends que tu n'aimes pas trop la personnalité flamboyante de McGregor. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le pay des combattants. Tu sais, des super vedettes. Il a fait avancer l'évolution de comment les combattants sont payés. Il a fait avancer le sport. Maintenant, c'est lui qui a rendu le sport comme un spectacle-sport et plus un sport-spectacle, tu comprends? Donc, maintenant, le monde, lui, il a compris la game. Tu sais, il l'a compris vraiment beaucoup. Là, il est en train de l'échapper. Mais je veux dire, au début, il a fait monter complètement les enchères parce qu'il a compris comment vendre un combat, comment se vendre aussi. Ouais. Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Le meilleur exemple, il y a un combattant qui s'appelle Leon Edwards, qui n'est pas vraiment important, que vous savez chez qui, là, mais ce gars-là, il est sur une séquence de 9 victoires de suite, puis on ne lui donne pas un combat de championnat du monde parce qu'il est plat. Parce qu'il n'est pas rentable pour la business. Fait qu'on détourne tout le temps quelqu'un d'autre pour le mettre à la place de lui, qui serait plus vendeur, qui est peut-être sur une moins bonne séquence. Mais c'est ça, le sport aujourd'hui. C'est ça. Il faut que tu vendes pour être capable d'avoir les combats que tu veux. Entre Muhammad Ali ou Mike Tyson, au niveau de la boxe, c'est qui the greatest of all time? Ben, je peux pas parler contre Muhammad Ali. Là. Il y a tellement... pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait, qui a refusé d'aller à la guerre, il s'est fait enlever ses titres à cause de ça. Toute sa vision des choses, toute sa vision de la vie, la vision de la boxe, le premier vraiment qui a réussi à faire un spectacle pour se vendre lui-même. C'est le premier qui était un bon trash talker. Ouais. Et non pas seulement insulter quelqu'un d'autre, mais aller plus loin que ça. Aller dans la psychologie, aller regarder l'autre dans les yeux, puis parler dans les yeux, puis voir qu'il démolissait juste avec un regard. Et Tyson, il n'y a personne dans son prime qui voulait se battre contre lui, avec raison. Mais c'est complètement je trouve que c'est deux styles complètement différents, mais pour l'évolution du sport, on ne peut pas passer à côté de Muhammad Ali. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui est plus tough, training camp ou daddy duty? Là? Être papa à temps plein ou training camp. Training camp, 100%. Moi, être parent, pour vrai, je trouve pas ça dur. Peut-être parce que je l'ai fait au bon timing de ma vie, mais je trouve pas ça dur. Je m'en attends. Puis je disais la même chose. Je disais ça à ma femme au début. Ma fille, elle était un bébé parfait. Là. Mon gars, ça a été un petit peu plus difficile au début. Mais au début, je compare pas les enfants avec des animaux, là, mais je veux dire, un bébé, ça pleure. Si ça pleure pas, tant mieux pour toi. C'est comme un chien. Un chien, ça jappe. Si ça jappe pas, tant mieux. Je veux dire, c'est la même chose. Il faut que tu t'attendes à ça. Il faut que tu deals avec ça. Puis, je veux dire, quand tu es prêt à avoir des enfants, il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices aussi, que tu sors moins. Ou, ta vie va changer. Ta vie va changer, exact. Peut-être pour le mieux. Ben, moi, c'est pour le mieux. Absolument. Je suis d'accord. Patrick, là, tu as ton livre. Tu as dit que tu étais dans une série télé, peut-être dans un film prochainement. Si Patrick Côté n'était pas analyste à RDS, là, en ce moment, là, il ferait quoi? Sûrement en train de partir un autre business, je ne sais pas, mais j'essaie tout le temps de contrôler ce que je suis capable de faire. Et puis j'en parle souvent dans mes conférences aussi. J'aime partager mon vécu, mais j'aime partager ce que le monde m'a apporté pour que je puisse réussir aussi. Parce que c'est un tout, ça. Je veux dire, tu peux pas devenir une bonne personne sans qu'il y ait du monde sans t'appuyer sur du monde, sans que tu aies des alliés. Puis en 2014, moi, j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive qui m'a énormément aidé au niveau personnel, au niveau professionnel, mais énormément au niveau personnel aussi. Puis c'est justement cette phrase-là, contrôler le contrôlable, ça a complètement changé ma vie. Puis je l'applique à 100%. Ça frôle le je m'en foutisse, là, mais je contrôle ce que je suis capable de contrôler, sinon, je m'en fais pas avec ça. Puis je pense que c'est ça, la clé, c'est vraiment ça pour être capable de dormir bien le soir, c'est que, regarde, si tu n'as pas de contrôle sur une situation, ça te donne rien de perdre du sommeil pour ça. Love it, mais t'as dit tantôt que c'était dur d'arrêter le petit hamster. Tu as toujours 1 million d'affaires en ta tête. Exactement. Fait que je te rejoins là-dessus tellement. J'aimerais avoir ton opinion sur la crypto. Est-ce que tu es investi? Est-ce que tu crois à la crypto comme Bitcoin? Oui, j'y crois. Je ne suis pas un amateur de ça parce que je ne suis pas assez impliqué là-dedans.
Et je pense que si tu es impliqué là-dedans, il faut que tu sois vraiment assidu à regarder ce qui se passe, les variations, des choses comme ça. Je suis pas... j'ai de la misère d'être dans un pot de hockey là, pour regarder si j'échange mes joueurs. Fait que je suis pas le bon candidat pour être sur la crypto-monnaie. Pas un gambler, disons, parce que c'est vrai que c'est un petit peu de... Je suis un gambler quand je sens que j'ai un peu de contrôle sur... Je vais m'asseoir à une table, je joue pas aux machines. Je vais m'asseoir à une table de blackjack, je vais jouer les odds. Là, je sens que j'ai un contrôle sur quelque chose, sur je peux gagner ou pas. Le poker, c'est la même chose. Mais m'asseoir à une machine, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Ça ne m'intéresse pas. La crypto, c'est un peu ça. T'sais, la crypto, tu es dépendant de plein de monde, puis tu peux pas rien changer. Ton seul pouvoir, c'est de vendre quand c'est le temps. T'sais. Fair enough. La question populaire sur notre petit podcast, c'est iPhone ou Android? iPhone. Fashion victim. Attends, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'ai été Android pendant très longtemps. Moi, j'ai gardé mon BlackBerry jusqu'à la fin. J'adorais mon BlackBerry. Puis après ça, j'ai été Android. Puis toute ma famille était iPhone. Puis là, tout le monde... Puis là, je me faisais écœurer avec ça, évidemment. Puis là, viens-t'en, iPhone, viens-t'en dans la famille, Puis finalement, à un moment donné, je me fais convaincre. Puis là, j'achète un iPhone. Puis là, je reviens. Une semaine plus tard, ils ont tous changé pour Android. Je suis on va me niaiser. Branchez-vous, là. Branchez-vous. Mais finalement, ouais, je suis iPhone, puis ben satisfait avec ça. C'est quoi ton life motto, dans le fond? Quelque chose qui te drive, peut-être une citation inspirationnelle qui te guide pas mal? Tu sais, je crois beaucoup à... C'est ça. Tu sais, je crois pas à la chance. Tu sais, je crois aux opportunités. Fait que... Tu sais, moi, je pense toujours que j'essaie tout le temps que ma journée de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Et puis, je pense que si tu t'occupes du présent, le passé va s'occuper tout seul. Tu sais, je veux dire, si tu as des problèmes avec le passé, si tu pas des choses à régler, occupe-toi du présent, puis le passé va comme s'arranger par lui-même. Et tu peux rien changer ce qui est en arrière. Fait que, tu sais, moi, je regarde toujours par en avant. Je regarde toujours par en avant. Regarde par en avant, puis qu'est-ce que j'ai compris de toi, c'est être dans la gratitude pour qu'est-ce que tu as. Déjà, tu passes sur un bon pied. Exact. Puis il n'y a pas de magic pills. Tu comprends? Sinon, je l'aurais pris il y a très longtemps. Là. Mais on travaille, puis il n'y a personne qui ne te doit rien dans la vie. T'sais, des fois, la vie ne te doit rien. Puis, moi, la situation la plus drôle que je trouve, c'est quand ça va bien, mettons les statuts Facebook. Là. Quand ça va bien, le monde dit « Ah, je suis à la plage, merci la vie. » Mais quand ça va mal, tu dis « Ah, qu'est-ce que j'ai mérité pour faire ça? » Mais ça doit être le contraire. C'est quand ça va bien, tu vas dire, je l'ai mérité. T'sais, le monde a de la difficulté à se donner le crédit sur qu'est-ce qu'ils ont travaillé. T'sais, la vie peut te donner le cancer demain matin. Là. Fait que, si tu travailles pour avoir quelque chose, puis tu l'as finalement, donne-toi une tape dans le dos, puis sois égoïste dans tes sentiments. Il faut que tu sois égoïste dans la vie à un moment donné. Pas matériel, mais occupe-toi de toi avant de t'occuper des problèmes des autres, puis je te dis que ça va bien aller. Love it. En tout cas, c'est clair. Fait que c'est la fin du segment Express. À ce moment-ci, nous, on te cède le micro si tu as un projet, quelque chose que tu veux plugger, un nouveau projet qui s'en vient, quelque chose que tu veux nous parler. C'est ton moment à toi. Bien, premièrement, merci de m'avoir reçu. C'est vraiment cool. Mon livre, ça fait 1 an qu'il est dans la librairie. Ça s'appelle « Dans l'Octogone ». Joanie Godin, qui a été le ghostwriter là-dessus. C'est une encyclopédie sur le sport des arts martiaux mixtes. Je veux pas convaincre personne d'aimer le sport avec ce livre-là. C'est bien correct. Il y en a qui vont détester ce sport-là, même après ce livre-là. Mon but, c'est pas de convaincre d'aimer les arts martiaux mixtes. Mon but, c'est que tu le comprennes. Puis si à la fin, tu n'aimes pas ça encore, bien, au moins, tu vas savoir pourquoi. Fait que pour moi, c'est super important. C'est une encyclopédie. Il y a des expériences personnelles là-dedans. On parle de la déshydratation, on parle du respect entre les combattants, on parle de l'évolution là-dedans. Là-dedans aussi, il y a 4 combattants. Il y en a 2 qui ont réussi, puis 2 qui n'ont pas réussi. Puis il explique c'est quoi la ligne. Tu sais, les deux sont presque au même talent, mais il y a une espèce de petite ligne, des fois, qui va faire que tu vas réussir. Des fois, c'est le timing. Des fois, c'est d'être à la bonne place au bon moment. Donc, il y a des beaux témoignages là-dedans. C'est un livre qu'on est super fiers. Puis, on s'entend que c'est pas un livre qui est pour tout le monde. On est quasiment proche du best-seller ici au Québec. On s'entend c'est pas 10 000 livres. Au Québec, un best-seller, c'est 3 000. Mais c'est l'édition de l'Homme. Aux éditions de l'Homme, exact. Donc, c'est quelque chose que je suis bien fier de ça. Parce que, encore une fois, les arts martiaux mixtes, je vais toujours être associé à ça. Je peux pas... Même si j'essayais de me... puis je veux pas, là, mais même si j'essayais de me dissocier de ça, ça ne marchera pas.
C'était très clair. Merci, Pat, d'avoir accepté notre invitation. J'ai adoré la conversation. Moi, qu'est-ce que j'ai vu puis qu'est-ce que j'ai connu aujourd'hui, c'est un homme authentique, vrai, puis ça nous rejoint tellement qu'est-ce que tu dis. On te souhaite énormément de succès pour la suite, puis j'espère qu'on va garder un super bon contact. Frank, merci. Merci à toi. Je vais faire ce que tu n'as pas fait dans l'intro. Faites like, cliquez, partagez. Ouais, On vous aime. On a plusieurs épisodes aussi qui s'en viennent. Fait que de nous suivre. Puis, I guess it's time for me to say it's a wrap.